démarrer, je vais commencer par préciser un petit peu plus que la présentation faite par Stéphane, qui je suis, parce que ça va avoir une importance dans la deuxième fonction que j'occupe de manière bénévole par rapport à ma fédération. Je suis effectivement formatrice, mais aussi vice-présidente de la Fédération française de handball, en charge du pôle éducation et développement des handballs. Donc à ce titre-là, je tenais à vous le dire, parce que les propos que je vais avoir aujourd'hui vont engager cette double casquette dont je voulais que le cadre soit posé. Donc, par rapport à ça, et j'ai oublié de commencer par là, je voulais surtout déjà remercier la EPS, qui fait franchement un travail remarquable. On a énormément de chance à Paris et en Ile-de-France d'avoir cette assoce présidée par Stéphane et toute son équipe, sans laquelle la soirée n'est pas possible. On a des échanges, on a des débats, et c'est vraiment à chaque fois un moment où on ressort enrichi. Donc merci à vous, parce que vraiment ça nous fait du bien. Donc l'activité physique à l'école, entre Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est toujours un petit peu ce que je ressens moi quand effectivement on nous parle d'activité physique, et d'autant plus depuis que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été décernés à la ville de Paris. Les enjeux des Jeux pour l'éducation physique, il y en a plusieurs. Là j'ai ciblé juste dans l'annonce pour le titre d'essayer de déclencher l'engagement physique par l'éducation physique bien sûr, et contribuer à une continuité éducative avec les principaux acteurs de l'activité physique et sportive encadrée. On va développer évidemment. Alors je vais démarrer par l'activité physique. J'ai mis du temps à savoir comment j'allais commencer, et puis quand Stéphane m'a demandé mon accroche, j'avais envie de démarrer par ça. C'était avant, vous l'avez vu d'ailleurs dans la temporalité, qu'on ait cette info au niveau de la communication la semaine dernière sur l'activité physique, grande cause nationale pour l'année 2024, donc l'année des Jeux Olympiques. Donc par rapport à ça, oui c'est vrai, on le sait, l'OMS nous le dit, et effectivement on a un sérieux problème entre guillemets. La sédentarité et l'obésité vont tuer jusqu'à 2,8 millions de personnes par jour. Et par rapport à ça, si on regarde un petit peu ce qui se raconte sur le site du ministère du Sport et des Jeux Olympiques, on lit clairement que l'inactivité physique chez nos jeunes est un vrai problème. La sédentarité pareil, et c'est une bombe à retardement sanitaire. Donc par rapport à ça, on le sait, et vous savez tous, par exemple, ce que nous dit le professeur François Carré sur l'activité cardio-respiratoire de nos jeunes aujourd'hui, sur leur capacité physique par rapport à ce qu'elles ont pu être auparavant. Donc oui, 30 minutes pourquoi pas, mais 30 minutes pour bouger, si ça n'a pas d'autre impact que celui-ci d'un point de vue éducatif, moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça, ce qui me met déjà en tension par rapport aux deux rôles que j'occupe. Donc là-dessus, l'activité physique, on sait tous ce que c'est du point de vue de notre métier, activité physique davantage sportive pour nous, mais elle est aussi, pour lutter sur les petites images que vous voyez là, aussi présente, on le sait, sur le fait de faire du ménage, du jardinage, etc. À chaque fois qu'on va, solliciter les muscles squelettiques du corps et avoir une dépense énergétique qui va augmenter la température du corps, on est dans une activité physique, donc on devrait pouvoir lutter contre ce fléau de la sédentarité, de l'inactivité. Donc lorsque nous bougeons, on pratique une activité physique, c'est sûr que c'est quelque chose qui va nous intéresser. En revanche, on est quand même loin des objectifs et des finalités de notre éducation physique et sportive, donc on va continuer d'avancer par rapport à ça. Donc la pratique d'une activité physique régulière, en le disant très rapidement, on peut lire, et vous le lirez tout aussi bien que moi, sur ce que nous propose les lignes directrices qui sont proposées par l'OMS. Donc elles permettent de prévenir et d'aider à gérer les maladies cardiaques, le diabète de type 2, et puis aussi certains cancers. Elle va aider à réduire les symptômes d'anxiété et de dépression. C'est quelque chose qui, on est aussi nous touchés par nos élèves et par nos étudiants de manière relativement fréquente et de plus en plus fréquente. Elle pourrait améliorer, ou elle améliore, la réflexion, l'apprentissage et le bien-être général. Donc oui, l'activité physique, en tant qu'enseignante d'EPS, en tant que formatrice, va m'intéresser, j'imagine que vous aussi. En revanche, si elle reste à l'état de « faut bouger pendant 30 minutes par jour », je l'ai déjà dit tout à l'heure, et ça va être un leitmotiv sur mes 30 minutes, c'est quelque chose, je pense qu'il faudrait pouvoir dépasser pour faire en sorte
qu'on arrive à faire progresser, je l'espère, notre éducation physique. Donc le PS qui ne serait vu que comme une propédeutique, ça a déjà été dit par rapport, Véronique en a parlé tout à l'heure, aux maths et au français, notamment les disciplines dites fondamentales, ça peut pas rester en l'état en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, dire, mettre en place pour faire en sorte que ça change? Donc les trois acteurs principaux de l'activité physique encadrée de notre jeunesse, on va les retrouver dans ce triptyque. Alors quand je vais vous parler de l'éducation physique et sportive, je vais en parler dès la maternelle jusqu'à l'université. Et puis je vais y inclure aussi le sport scolaire et universitaire. En bas à droite, vous avez ce que j'avais mis dans mon accroche, le mouvement sportif. Aujourd'hui, on parlera essentiellement des fédérations, des clubs, quand on voudra en faire un lien, pour pouvoir expliquer comment, déjà, sur cet axe-là, il y a peut-être des choses qui sont envisageables pour cette continuité éducative dont j'ai annoncé tout à l'heure dans mon titre et sur lequel on avancera aussi tout à l'heure. Et puis, le troisième pilier en bas à gauche, l'école, alors là, prioritairement du premier degré, mais il y a des fois, je vais aussi parler de l'école avec un E majuscule, donc de la maternelle, pareil, jusqu'à l'université. Et je ne l'avais pas mis dans mon accroche quand je l'ai donné à Stéphane, mais je crois que, les collectivités territoriales ont une place considérable à jouer aussi dans le domaine de l'activité physique et notamment dans l'éducation physique de l'école dans le premier degré, et peut-être plus que vous ne le pensez. En tous les cas, elle est effectivement très présente. Vous avez besoin d'infrastructures, c'est au niveau de votre mairie ou votre commune que vous allez taper à la porte, vous avez besoin d'un car pour pouvoir vous déplacer, c'est aussi comme ça que ça va se passer. Donc forcément, on va avoir besoin d'intégrer cet acteur-là. Et puis, par rapport à ça, on se rend compte que les collectivités territoriales qui utilisent, je ne vais pas le dire comme ça, qui embauchent les éducateurs territoriaux vont mettre à disposition, parce que l'éducation physique et sportive du premier degré est le parent pauvre de toute l'école en France, vont mettre à disposition des écoles, des éducateurs, pour pouvoir faire ce qui normalement appartient aux enseignants de PS et qui devrait être enseigné à raison de 3 heures par semaine. Ce qui est en fait pas le cas du tout. Quand on regarde ce qui se passe, c'est très très rare. Pas du tout, c'est pas vrai. En tous les cas, ça reste du domaine de l'exceptionnel. Alors quand c'est des éducateurs territoriaux, j'ai envie de dire, ça me fait mal en le disant quand même, c'est un moindre mal. Quand on commence à parler plutôt de structures commerciales privées, là, je ne peux pas le concevoir. Qu'elles rentrent dans l'école pour pouvoir faire le boulot pour lequel normalement des enseignants sont payés mais ne sont pas formés, là il y a un véritable problème, il y a un véritable enjeu qui pourrait peut-être être celui ou un de ceux qu'on aimerait voir par rapport à ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc l'État, oui, doit allouer des moyens pour former davantage nos professeurs des écoles. Bien sûr, on avait l'activité physique au centre. Alors, pourquoi ce titre? J'avais fait le choix de ne pas en parler tout de suite. Il y a, on le voit, une unanimité par rapport aux différents acteurs pour nous dire que l'activité physique, elle est indispensable à l'école. L'école, lieu de passage obligatoire, ou presque obligatoire, en fait c'est l'instruction qui est obligatoire, mais dans 99,9% des cas ça se passe à l'école. Elle est gratuite et elle permet normalement à chacun et chacune de pouvoir avoir jusqu'à l'entrée au lycée 3 heures minimum d'éducation physique par semaine gratuite. C'est pas toujours ce qu'on a, mais globalement c'est effectivement ce qu'on devrait pouvoir être en mesure de faire. Donc par rapport à ça, on est plutôt en convergence. Ensuite, les APS sont support de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Donc par rapport à ça, activité physique et sportive, on se retrouve dans le fait que oui, il faut impérativement pratiquer une activité physique. Si elle est sportive et qu'elle est synonyme d'un engagement, que ce soit dans le sport scolaire ou dans le sport fédéral, on a un petit peu plus de chances que le jeune ou le moins jeune, l'adulte aussi, s'engage de manière plus durable par rapport au fait d'avoir une référence à la culture sportive. Là où ça commence à être un petit peu plus délicat et on se rapprocherait plutôt
du côté de Mr. Heinz, c'est que si, on l'a déjà dit tout à l'heure, l'activité physique n'est vue que comme une propédeutique à d'autres enseignements, dans ce cas-là, on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'éducation physique. Et là-dessus, oui, activité physique, oui, c'est toujours un pas en avant, mais pour les enseignants, les formateurs que nous sommes, ça ne peut pas être juste ce qui nous est vendu sur des domaines, j'ai envie de dire, de communication en profitant des Jeux Olympiques pour pouvoir en faire l'apanage, entre guillemets, de ce qu'on devrait pouvoir voir à l'école. Donc une éducation physique, entre guillemets, on en a déjà parlé aussi, qui serait réalisée par des structures privées, donc une externalisation de l'éducation physique. Là, il y a effectivement de gros points de divergence. Et puis apparaissent, Étienne vous en avait déjà parlé, des 30 minutes d'activité physique quotidienne dans le premier degré. Donc voilà, je vais mettre moi plutôt l'accent sur les 2 heures de sport au collège, où on se rend compte qu'on a une éducation physique qui là est enseignée à hauteur de 3 heures par semaine, mais c'est dans cette tranche d'âge-là qu'on va proposer un sport qui va être animé par le mouvement sportif, donc par le club local, voire par une structure commerciale. Okay, et par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose qui... ça n'a pas sa place, à mon sens, au niveau de l'enseignement dit obligatoire. Donc par rapport à ça, quelques chiffres. Il y a 714 collèges qui aujourd'hui ont montré de l'intérêt à ce dispositif, 2 heures de sport au collège. Il y a 1079, alors on va dire 1080 offres qui ont été proposées par les clubs ou les structures, dont 70% de clubs, donc ça laisse quand même la place à 30% à des structures commerciales. Et puis 153 collèges ont signé une convention avec un club ou une structure commerciale pour la mise en place de ces cycles d'animation. Au total, ça va toucher 2318 jeunes. On en dénombre 47% de filles à peu près. Et par rapport à ça, je crois qu'il y a 54% de jeunes qui, je ne veux pas dire, surtout pas dire grâce, par ce dispositif, découvriraient le sport. Voilà, ça fait partie d'une réunion qu'il y a eu il y a 2 jours et au ministère des Sports. Et par rapport à ça, finalement, les collèges ne sont pas très intéressés quand on regarde le nombre. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Et pourquoi pas ces moyens-là mis sur la table ne reviendraient pas plutôt à l'enseignement d'éducation physique ou à la formation de nos professeurs des écoles du premier degré qui ne sont pas assez formés en EPS. On aimerait bien voir ça. C'est pas le cas. Alors pourquoi ces mesures et ces dispositifs? Donc l'activité physique pour les 5-17 ans, vous avez tous entendu parler de ces recommandations, à savoir au moins 60 minutes par jour pour cette tranche d'âge-là, et puis d'avoir des activités aérobiques, je vais y arriver, d'intensité soutenue par rapport on va dire, à leur développement et par rapport à leur âge. Donc là-dessus, si on compare ces recommandations avec ce que l'ONAPS nous propose comme statistique, l'inactivité physique chez les 6-10 ans, elle représente quand même 37%. Okay, ça veut dire qu'il y a 37% des 6-10 qui sont en dessous de ces recommandations. Pourtant, ils ont déjà, entre guillemets, normalement, 3 heures d'éducation physique et sportive à l'école. On sait que c'est pas vrai, okay, mais c'est quand même ce qui est annoncé. Donc par rapport à ça, on devrait pouvoir capitaliser avec ce qui se passe et ce qui est accessible à chacun, chacune, de manière gratuite, mais on sait, on voit que ça ne se passe pas de cette manière-là parce qu'effectivement, l'enclenchement, l'engagement, l'appétence n'est peut-être pas assez présente dans nos cours d'éducation physique pour faire en sorte de déclencher par la suite un engagement qui soit pérenne, qui soit durable par rapport à ça. Donc ces constats et ces recommandations, ils ont été faits en amont de l'année, on va dire, de l'année olympique, de l'année scolaire olympique, si je peux le dire, dans ce cadre-là. Mais les JOP sont un levier, on l'espère, pour pouvoir faire évoluer ça. Alors un levier, oui, en termes d'activité physique telle qu'elle est prônée par rapport au COJO, mais pas forcément dans le milieu de l'éducation physique.
Chez les 18-64 ans, donc ça va toucher nous, la fin de nos lycéens, nos étudiants et nous, la plupart d'entre nous, j'ai envie de dire. Donc par rapport à ça, on a diminué le nombre de séances ou le volume horaire, ce serait 2h30 à 5 heures par semaine, et si possible, avec aussi des activités d'intensité soutenue en termes d'aérobie. Et de proposer aussi de faire 2 fois par semaine des activités avec du renforcement musculaire. Donc là, si on regarde les stats au niveau des adultes, en tout cas des personnes majeures, l'ONAPS toujours nous dit qu'il y a 47% de femmes, 29% d'hommes qui sont en dessous des recommandations et qui sont en inactivité physique. On a parlé tout à l'heure, jusqu'à la fin du lycée, du volume horaire de l'éducation physique. On sait qu'à l'université, de manière obligatoire, il n'y en a plus, alors qu'au lycée, il y avait déjà plus que 2 heures, un âge où pourtant ça devient de plus en plus, j'ai envie de dire, peut-être pas de plus en plus, mais c'est très important. Et à l'université, quand vous posez la question aux étudiants, s'ils ne sont pas en STAPS, ils vous disent en fait qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils regrettent le temps où l'éducation physique était obligatoire au lycée parce qu'au moins ils avaient 2 heures par semaine. Là, peut-être qu'un des enjeux pourrait être de proposer d'avoir dans chaque université au moins une unité d'enseignement qui soit obligatoire dans les différents cursus pour faire en sorte que ça puisse bouger par rapport aux recommandations proposées. Alors dans le même temps, du côté du mouvement sportif, on observe un fléchissement, vous le voyez là, à partir de la pratique dans les clubs, à partir de 12 ans. Ça veut dire que là, on a un pic entre 8 et 12, mais ça commence à fléchir à partir de 12 ans. Dans la fédération dans laquelle je suis, c'est exactement ce pic-là au même moment. Chez les 12-16 ans, on perd des licenciés. Et pourtant, ils sont jeunes et pourtant, ils ont pour la plupart envie de faire du sport, mais c'est le moment où effectivement, on perd le plus de licenciés. On en retrouve après, en tous les cas là, on a effectivement un creux. Alors il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer ceci, je vais en retenir quelques-uns. Il y a encore beaucoup de clubs qui restent dans un modèle sportif qui nous est hérité des années 60, où c'est X entraînements par semaine et la compétition tous les samedis. On a plein de jeunes qui n'ont plus envie de ça. On va être très clair. Ça pourrait être un des premiers motifs. Si on s'attelle au sport co, et les sports que je fais, en tout cas un de ceux que je connais le mieux, pour certains, dans une équipe de 12, de 15 joueurs, de 11 joueurs, en fonction des sports co, vous en avez qui vont jouer peut-être 5 minutes dans le match, et même s'ils sont en moins de 12 ans, même s'ils sont en moins de 14 ou moins de 16 ans. Forcément, ils vont faire une saison, puis l'année d'après, on ne va pas les retrouver. Parce que l'offre proposée ne correspond pas forcément ni à leurs aspirations, ni à leur niveau. Donc forcément, effectivement, ça va poser un problème. On a des pratiques, je viens de le dire, qui ne sont pas toujours adaptées, mais on constate quand même qu'il y a une diversification au niveau des fédérations dans les sports qui sont pratiqués. Je vous l'ai dit tout à l'heure en me présentant, moi j'ai la responsabilité de l'éducation et du développement des handballs. Ça veut dire qu'il y a un handball pour chaque âge, un handball pour celui ou celle qui a envie d'aller faire du loisir, celui ou celle qui a envie d'y aller pour faire un handball santé, et celui ou celle qui veut aller faire de la perf et voir pourquoi pas atteindre la haute performance. Ça veut dire quand même qu'il y a des perspectives, mais on a encore à faire. Et puis, un des derniers facteurs qui pourrait expliquer aussi cette chute à partir de 12 ans, c'est aussi le travail scolaire et universitaire évidemment. Mais on se rend compte que par rapport à ça, on a beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants qui nous disent « Ah ben non, je peux pas, j'ai plus le temps ». Et quand on regarde les creux, 12 ans, ça correspond à... On a fait la rentrée en 6e, et puis on est dans la classe effectivement de 6e avant de pouvoir enchaîner par la suite. Quand on regarde après à la sortie du bac, pareil, de nouveau on a un creux. Et par rapport à ça, quand on discute avec les étudiants, c'est là où effectivement on se rend compte que c'est difficile pour eux de concilier les deux. Alors là vous avez les licences, je ne vais pas détailler avec la répartition par âge parce que c'est un peu plus actuel. Les chiffres que je vous proposais tout à l'heure ont été pris en 2015 et comment dire, publiés en 2017.
Là, c'est l'année dernière, mais on voit aussi qu'il y a un taux ici, là, important. Là, c'est 10-14, ok. Le creux à 12 ans, on ne peut pas le voir ici. En tous les cas, on sait qu'il existe et dans plusieurs fédérations. Et vous avez à côté, à droite, la part des licences féminines qui rejoint globalement la courbe, on va dire, de l'intégralité des licenciés. Alors, comment maintenir un engagement dans la pratique physique qu'on observe chez les 8-12 ans? Et si on essayait de s'orienter vers une continuité éducative locale, je vais essayer de reprendre mon triptyque de tout à l'heure, et par rapport à ça, j'ai rajouté un S à activité physique, parce que ce qui pourrait permettre cet engagement, je le disais tout à l'heure, c'est que ça prenne du sens. La question du sens, on en reparlera dans l'engagement tout à l'heure, la signification de la pratique a certainement une incidence dans cet engagement. On va faire un petit focus sur ce qui va rassembler ces 3 ou 4 partenaires en considérant les collectivités territoriales. Et on ne va pas forcément tout détailler, je n'en ai pas le temps, mais et on pourrait en discuter pendant des heures, vous allez voir. Par rapport à ça, ce qui va les rassembler, c'est par exemple que à l'école ou au club, on a maintenant des pratiques qui sont accessibles à toutes et tous. Parce que des deux côtés, on commence pas, pardon, je dis des bêtises. En tous les cas, il y a une ouverture aux aspirations sociales. On se rend compte que les objectifs, si on regarde ce qui se passe sur EduScol dans le programme de l'école, sur aussi les programmes EPS et dans ce que propose le ministère des Jeux Olympiques et Paralympiques, enfin le ministère des Sports, pardon, on retrouve les mêmes objectifs, en tout cas certains, la santé, le plaisir et une performance que j'ai nommé adapté. Accès à un bien-être physique, mental et social, on le retrouve effectivement partout, qui va amener à un épanouissement, on le retrouve dans notre finalité, on retrouve, que ce soit à l'école ou dans le milieu sportif, dans le mouvement sportif, une attention portée aux jeunes filles, une pratique éducative et compétitive forcément adaptée dans le milieu scolaire, mais compétitive quand même. On ne doit pas effectivement renier ceci, et le sport scolaire nous permet d'aller encore plus loin. Des règles pour pouvoir fonctionner ensemble. Chacun est conscient que l'inclusion est impératif, ça fait des années qu'on le martèle par des lois, mais on n'y accorde pas, et par rapport à ça, effectivement, ça progresse quand même. Que ce soit à l'école ou au club, la plupart de nos intervenants sont masculins, et puis on cherche avant tout des compétences motrices. Et avant de passer à ce qui les différencie, j'avais préparé 2 diapos, mais qui reprennent en fait ce qu'on retrouve un peu partout. Je voudrais juste mettre l'accent sur les objectifs santé, plaisir, performance adaptée. Et vous dire aussi que par rapport à ça, je fais juste un focus ici. On se rend compte que le mouvement sportif va, comme l'école, faire en sorte de faire incarner les valeurs républicaines. Ici, il s'agit de préserver le pacte républicain. Et ce qu'on y retrouve de manière prioritaire, c'est de préserver la laïcité dans le sport, la prévention contre la radicalisation, et la prévention et lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations. En mettant en avant que les éducateurs sont des acteurs de citoyenneté. Donc effectivement, il y a quand même des similitudes. Quand on regarde d'un peu plus près, elles ne peuvent pas être complètement, on va dire, similaires. Et par rapport à ça, passons à ce qui les différencie. Une pratique volontaire du côté du mouvement sportif qu'on n'a pas en éducation physique. Une égalité des chances d'accès à la pratique. En termes de coût, tout le monde n'a pas les moyens d'accéder à une licence, on va dire, dans un club, alors que l'école le propose. Un enseignement gratuit et mixte qui se fait de manière obligatoire à l'école. La détection de talent, plutôt pour le coup du côté du mouvement sportif. Les dérives du sport, on en a parlé, préoccupation du ministère des Sports. Et par rapport à ça, il y a de plus en plus dans les commissions de discipline des fédérations des dossiers qui remontent sur les incivilités, la violence, le dopage, etc. Pas simple de s'en sortir aujourd'hui. Ce qui nous différencie aussi, c'est le nombre de pratiquants par séance et par intervenant.
l'enseignant de PS, il est capable de gérer 30-35 élèves. L'éducateur du club, pas tout à fait. Ça, c'est même sûr que non. D'accord? Donc, par rapport à ça, on a tous à apprendre les uns des autres. Le volume de pratique qui nous différencie, quand un élève il vous dit j'ai fait du handball cette année en seconde et qu'il a dans la même catégorie en club fait du handball, on est de l'ordre de 15 heures de pratique effective à l'école quand on est sur 2 à 3 entraînements par semaine plus le match, donc c'est pas du tout comparable. La recherche d'augmentation du nombre de licences, surtout pour le mouvement sportif, aussi pour nous, l'UNSS, l'UCEP, c'est toujours intéressant de pouvoir gagner des licenciés, ça amène une dynamique et ça permet aussi de pouvoir montrer ça et de mettre sur la table en disant voilà, on en est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces sports scolaires. L'objectif de résultats sportifs qui nous différencie aussi, évidemment la haute performance, les compétences méthodologiques et sociales qui sont l'apanage de l'école, et qui, pour la petite anecdote, moi quand je fais de la formation de formateurs pour ma fédération, on me dit mais pourquoi nous on n'a pas le droit à ce que tu présentes dans le domaine scolaire sur tous arbitres, tous observateurs, coachs, pour pouvoir faire en sorte que quand on devienne ensuite pratiquant, on bénéficie de cet apport-là. Donc ça veut dire que ça mûrit aussi dans les instituts de formation fédéraux. Incarner en permanence les valeurs de la République, c'est surtout l'apanage de l'école dans le fait de le vivre. C'est pour ça que j'utilisais le verbe incarner. Enfin, des intervenants extérieurs. On aimerait qu'il y en ait pas, ou le moins possible, à l'école. Et le niveau de qualification des intervenants, c'est forcément aussi ce qui nous différencie et ce qui fait qu'on ne peut pas vivre la même activité physique de manière, j'ai envie de dire, à l'école et au club. Tout ça pour vous dire que des deux côtés, on cherche un engagement qui puisse être une pierre sur laquelle s'appuyer pour pouvoir faire en sorte que cet engagement soit durable, dure dans le temps pour faire, en clair, avoir une nation plus sportive. Mais la nation en elle-même, c'est pas tant ça, c'est qu'individuellement, on soit plus en forme et en meilleure santé. Je pense que ça passe par un climat de groupe, de classe ou de club, en fonction dans le secteur dans lequel on se situe. La question de la signification, du pourquoi je vais m'engager, est-ce que ça a du sens pour moi cette situation ou ce qu'on me propose là comme séance aujourd'hui, et je fais forcément référence à une culture sportive. L'effort consenti pour m'engager, est-ce qu'il est cohérent par rapport à ce que je suis déjà en capacité de faire jusqu'à présent? Faire en sorte de pouvoir permettre à nos élèves de progresser pour pouvoir devenir compétents sera certainement signe d'un engagement. Puis enfin, le plaisir éprouvé, faire en sorte d'avoir une empreinte émotionnelle forte par rapport à l'activité physique qu'on a. Et pour moi, sans aucun doute, la marque d'un engagement durable. Par rapport à ça, ce que je souhaiterais, alors personnellement, mais je pense qu'on est plusieurs à le partager, c'est pouvoir un engagement physique pérenne au sein d'une continuité éducative locale. Pouvoir viser ensemble avec le mouvement sportif, donc le club du coin, un citoyen épanoui, éclairé, engagé physiquement. Ça peut passer par les 3 temps de l'enfant, par le temps scolaire et le temps extrascolaire, et puis quand on va y rajouter les acteurs principaux dont on parle depuis tout à l'heure, on se rend compte que le temps périscolaire, c'est quelque chose dont on pourrait parler sur l'accueil à l'école avant de démarrer le cours ou à la fin des cours. Donc, par rapport à ça, les dispositifs dans ces 3 temps qu'on connaît, il y a effectivement du côté de l'école les 30 minutes d'activité physique quotidienne, tous les plans éducatifs territoriaux que je ne vais pas déclinés ici, mais qui sont en appui du temps périscolaire, les vacances apprenantes, le soutien scolaire, etc. Du côté de l'éducation physique, ce qui nous intéressera majoritairement davantage, je crois qu'on est plus nombreux dans le second degré que dans le premier degré aujourd'hui, c'est l'EPS au niveau de son enseignement commun et optionnel. Par rapport à ça, on a effectivement là un gros levier pour un engagement physique. Et puis depuis peu, par rapport à l'optionnel, on a le PPCS du côté du lycée général et technologique, et puis les UF2S par rapport au lycée professionnel, qui fait un lien encore plus proche avec la culture sportive, et on devrait pouvoir aussi s'appuyer là-dessus pour un engagement, je l'espère, pérenne.
Le sport scolaire et universitaire est un des leviers, évidemment. Et puis, en cette période de Jeux olympiques, la semaine olympique, la journée olympique, et puis quelque chose qui est là depuis un long moment déjà, la journée nationale du sport scolaire. Si on se penche du côté du club, on a comme activité proposée une pratique de loisirs, une pratique santé, une pratique compétitive et évidemment une pratique de haute performance. Comment ce petit monde peut réussir à collaborer sur des temps différents? En fait, ce n'est pas forcément une collaboration où les gens vont se rencontrer de manière permanente. C'est en faisant en sorte que, en passant par ces 3 temps-là, on réussisse à essayer d'imprimer, d'enclencher un premier engagement physique qui, on l'espère, sera durable par la suite. Les dispositifs que l'on connaît, les textes communs, donc ça commence par un parcours de formation, donc un continuum sur des parcours, les programmes des cycles d'enseignement. On y retrouve sur l'axe EPS Club les sections sportives scolaires, les sections d'excellence sportive, ce fameux dispositif 2 heures de sport au collège, le label Génération 2024, et puis qui vont forcément faire appel avec un conventionnement local qui est déjà présent pour, on espère, un engagement, on va dire, durable. Et puis, ce qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est les plans nationaux de formation. Quelques fédérations par an, et ça tourne, vont mettre en place un plan national de formation où sont regroupés des référents de l'éducation nationale, des référents des sports scolaires et pilotés la plupart du temps de manière concertée avec l'activité qui porte le dossier, donc la fédération qui porte le dossier. Donc ça, c'est aussi des choses qui devraient pouvoir permettre de travailler sur des temps qui seraient, j'ai envie de dire, plus informels, on y reviendra tout à l'heure. À l'école, donc sur l'axe club-école, j'y reviens pas parce que Étienne en a déjà parlé tout à l'heure et je vois que le temps presse. 5 minutes. Ok, merci. Donc je serai dans les temps. Donc par rapport à ça, il y a aussi ces dispositifs, entre guillemets, dispositifs informels, les contenus qu'on échange entre l'entraîneur du club qui arrive derrière quand on partage le gymnase, si on est effectivement sur la même activité, les contenus qu'on a besoin parfois, en n'étant pas toujours spécialiste de l'activité, de pouvoir rénover pour être non pas forcément dans l'air du temps, mais faire en sorte que ça parle à nos élèves et de proposer une éducation physique qui soit effectivement dans l'air du temps. On a les dispositifs JOP des fédérations qui vont être mis en place tout au long de cette année scolaire. Et je l'ai mis entre guillemets parce que ça ne m'appartient pas, ça appartient à mon président de la fédération de handball, de Philippe Banat, qui parle lui des jeux avant les jeux. Ça veut dire que par rapport à ça, il ne faut pas rêver, nos élèves ils vont pas beaucoup voir les jeux. Quand on voit le prix des billets, même si ça se passe à Paris, ils n'iront pas, nous très peu aussi. Mais les jeux avant les jeux, ça peut être quelque chose qui puisse faire partie de l'héritage. Et par rapport à ça, ça veut dire que tout ce qui va être organisé par les fédérations, qui vont passer dans plusieurs villes, donc c'est les territoires qui vont s'approprier ces dispositifs. À chaque fois, les écoles, le milieu scolaire va être invité à passer une demi-journée, une journée, pourquoi 2. En tous les cas, c'est des choses qui vont se mettre en place pour continuer de tisser des liens entre le milieu sportif et l'école. C'est vrai entre l'EPS du second degré et l'EPS du premier degré et les clubs. Alors, les enjeux des jeux pour l'EPS au niveau institutionnel, moi personnellement, j'ai envie d'y voir un héritage matériel et immatériel. La première chose, c'est que notre discipline, au vu de ce qu'elle apporte, au vu de la manière dont elle est sollicitée par nos ministres sans cesse, elle devienne enfin une discipline fondamentale, reconnue comme telle en tous les cas. C'est ça que j'entends. Et par rapport à ça, quand on le regarde en termes de volume horaire, on n'est quand même pas très loin des maths et du français. Une formation initiale des professeurs des écoles en éducation physique et sportive, j'en ai parlé. Une 3e heure au lycée, à un moment où, au niveau de l'adolescence, où les perturbations physiologiques, je pense que la pratique physique pourrait leur faire le plus grand bien. On parlait aussi du bien-être mental, social. Je pense que cette 3e heure, elle serait vraiment bienvenue.
On en a parlé aussi, une unité d'enseignement obligatoire dans les universités. La rénovation, la création d'infrastructures sportives, c'est en cours. A priori, il y aurait 150 lycées qui bénéficieraient de gymnases à la rentrée prochaine grâce à l'héritage des GEO. On espère que ça sera effectivement mis en place. Une formation professionnelle continue pour enseigner aux élèves aptes partiels. L'inclusion, on en parle beaucoup. La plupart d'entre nous dans cette salle n'a pas été formés pour ça. Et je trouve que c'est dommage. Une FPC double tutelle entre le ministère de l'Éducation nationale et puis le ministère des Sports, ça existe déjà, même si ce n'est pas affiché en tant que tel, mais effectivement, pour faire en sorte d'avoir des contenus qui ont du sens, qui permettent à l'élève de s'engager, qui permettent à l'enseignant de pouvoir peut-être aller un peu plus loin, c'est quelque chose qui est envisagé. En tout cas que moi j'envisage. Et forcément, puisque je vous le dis depuis tout à l'heure, une continuité éducative par acteurs principaux des APS. Ça c'était du côté institutionnel et la dernière, où là je ne vois qu'un héritage immatériel du côté des professeurs des écoles et du côté des professeurs d'EPS. Toujours la même chose, ce leitmotiv, une EPS comme discipline fondamentale. S'opposer à la seule finalité hygiéniste de notre enseignement, ça ne peut pas être que ça, ce n'est pas possible, on le sait tous par rapport à ce qu'on a à mettre, alors non pas sur la table, mais dans le gymnase, ou dans un stade ou dans une piscine, pour pouvoir faire vivre, incarner cette pratique, aller au bout de soi, le faire en coopération, le faire en opposition, ça s'apprend. Ça s'apprend et l'école est forcément un des lieux, pour pas dire, je ne veux pas dire le seul, mais en tout cas un des lieux où ça peut être, on va dire, possible et on espère en avoir un héritage immatériel par rapport à ça. Que ces trois acteurs majeurs je vais y arriver, pardon. Les trois acteurs majeurs dont je vous parle depuis tout à l'heure continuent de travailler à cette appétence de la pratique physique, peut-être par cette continuité, qu'ils soient les déclencheurs d'un engagement physique pérenne et qu'on le revendique comme tel, que ce soit pour ces deux derniers, on va dire, rectangles roses, que la FPC, pour enseigner aux élèves aptes partiels, on en avait déjà discuté tout à l'heure, mais que là, effectivement, on puisse la vivre du côté des profs. Et puis, davantage de FPC pour la construction de formes scolaires de pratique qui se rapprochent de la culture sportive et qu'elles prennent sens par rapport à la pratique qu'ils vivent au sein de nos cours d'éducation physique et sportive. Je vous remercie pour votre attention.